Ça consiste à tester en fait un modèle théorique de dynamique d'opinion sur des données réelles, voir si ce que produit le modèle ou ce que prédit le modèle, en tout cas, correspond avec la réalité. Et donc, on teste un modèle très simple qui s'appelle le voteur modèle, dans lequel on a un réseau d'agents qui sont connectés par des liens, par exemple, d'amitié ou de follow sur Twitter, et qui, à chaque étape, ont une opinion 0 ou 1, et à chaque étape, un agent tiré au hasard va copier l'opinion d'un autre de ses voisins tiré au hasard aussi. Donc, ça fonctionne par mimétisme, c'est linéaire. Et typiquement, dans ces cas-là, on arrive assez rapidement à un consensus où il y a une opinion qui gagne l'entièreté de la population. On a la même chose avec plusieurs opinions aussi, et on peut se demander, est-ce que c'est réaliste? Et typiquement, par exemple, si on introduit une petite quantité d'agents qui vont pas changer d'avis pendant toute la simulation, qui ont une opinion arrêtée, là, on se retrouve avec des situations où à la fin, à l'équilibre, il y a un mélange des deux opinions qui coexistent et qui fluctuent un petit peu autour d'une moyenne, ce qui nous laisse à penser que c'est peut-être un petit peu plus réaliste. Donc, il y a d'autres types de méthodes qui produisent un peu le même genre de résultat, mais ça, c'en est une qui est très, très répandue, donc c'est pour ça que je la montre et parce qu'on va s'en resservir. Et donc, l'idée, c'est de tester ça donc, sur un jeu de données donc, qui s'appelle Élysée 2017, qui a été collecté pendant les présidentielles de 2017. C'est environ 20 000 profils Twitter qui ont été manuellement annotés en fait avec le parti pour leur parti préféré selon ce qu'ils ont exprimé sur leur profil. Donc ils ont pu dire moi je vote PS, moi je vote LFI, etc. Euh, et en plus on a le réseau de retweets qui est là entre ces utilisateurs et le réseau de follow qui est là entre les utilisateurs. Donc là je les ai coloriés en fonction de ce que j'appelle la ground truth opinion. Donc c'est le parti que ces gens-là ont dit, ont déclaré en tout cas eux-mêmes sur Twitter qui votaient pour eux. Et il y a aussi un réseau de mentions que je n'ai pas affiché ici, mais qui est beaucoup moins clairement séparé que ces deux-là, quoi. Voilà, donc c'est ça dont on va se servir. Pourquoi? Parce que déjà, c'est intéressant parce il y a plusieurs parties. Donc, il y a 5 parties, ce qui va correspondre à 5 opinions possibles. Alors qu'il y a énormément de travaux en fait, qui sont faits dans les cas binaires où c'est 0 ou 1. Donc le fait de travailler sur un jeu de données avec plus d'opinions possibles, je trouvais ça intéressant. Et c'est aussi très intéressant parce qu'on a en fait là, ground truth réel, entre guillemets, on va dire, opinion des gens, et on a le réseau de connexion entre les gens, voire même les réseaux. Là, on en a deux différents. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut prendre juste la structure de graphe, faire tourner le modèle, et voir si, à la fin, ce qu'on obtient, ça correspond à ces trucs-là qui sont la ground truth, ou les opinions réelles. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était un cas très intéressant. Euh, et donc, quelle va être la méthode? Donc, comme je disais, comme je vous montrais avant, en fait, quand vous prenez même plusieurs opinions comme ça, si vous prenez juste le modèle de base et que vous le laissez évoluer, à la fin, vous avez un consensus. Tout le monde a la même opinion, ce qui évidemment n'est pas le cas en réalité. Et je vous disais qu'avec des agents qui ne changent jamais d'avis, c'est pas le cas. Et en fait, ça tombe bien parce que il se trouve que dans ce jeu de données-là, c'est environ 2000, je crois, 2000 nœuds 2000, qui correspondent à des comptes qui sont rattachés aux partis politiques. Ça va être par exemple, je sais pas, la cellule Île-de-France du PS, la cellule Île-de-France du RN, par exemple, qui vont avoir une page sur Twitter. Euh, et donc ça, en fait, c'est à la fois pratique parce que ça nous permet, en fait, on va fixer pardon. Donc ces pages-là, on va pas chercher à deviner leur opinion ou à la faire évoluer parce qu'il est évident que la cellule parisienne du PS, l'opinion CPS globalement. Et donc, c'est une information qui est connue publiquement et qui ne sera pas amenée à évoluer. Donc, en fait, c'est assez raisonnable de l'intégrer au modèle et de rajouter ça dans les paramètres, dans les hypothèses du modèle. Et donc, pour chacun de ces comptes-là, comme je disais, environ 2000, on va, euh, on va leur attribuer immédiatement l'opinion réelle et on ne va pas la faire bouger. Et donc, ça permet, donc non seulement je disais, d'une certaine manière, c'est censé, mais en plus, ça permet du coup d'avoir un état d'équilibre du modèle dans lequel il n'y a pas de consensus en fait. Et donc, les opinions de chacun peuvent converger, peuvent changer aléatoirement entre les 5 différentes possibilités, les 5 différentes parties. Et donc, ça permet d'avoir un état des lieux, si vous voulez, à la fin, qui est peut-être plus réaliste et avec lequel on va vraiment pouvoir regarder s'il y a des clusters d'opinions, etc., qui se dégagent. Donc, on fixe les opinions des comptes politiques. Les autres, on leur donne une opinion aléatoire, donc entre 1 et 5, globalement, de LFI, c'est LFI, PS, En Marche, Républicain
et RN. Et on applique donc on fait tourner le voteur modèle sur ce graphe, sachant qu'on prend une version du voteur modèle adapté pour un graphe dirigé et pondéré. Le graphe de retweet, excusez-moi. Donc entre chaque nœud, on tisse un lien, on met un lien qui va être pondéré par le pourcentage de retweets qu'un utilisateur fait de l'autre. Donc si par exemple, moi, je sais pas, je passe ma journée à retweeter Annick, par exemple, il y aura un poids de 0,99 voire même 1 sur l'arête. Et globalement, le modèle va me faire à terme adopter la même opinion que toi. Alors que si je te retweet jamais, bah, ce sera peut-être 0,01. Il y a beaucoup moins de chances qu'on se retrouve avec cette copie-là. Donc, vous prenez que les retweets, vous ne prenez pas les interactions. C'est plus compliqué les interactions, c'est ça? Je vais y venir C'est-à-dire, je te après. réponds, si tu me réponds. Oui, pardon, Non, alors j'ai fait, en fait, dans les données, j'avais accès à un réseau de retweets, de mentions et de follow. Les premiers résultats que je vais présenter, c'est pour le réseau de retweets. Ensuite, je vous montrerai un réseau de follow et de mention. En fait, en vous montrant qu'avec follow et mention, ça marche beaucoup moins bien. Mais avec retweet, ça marche très bien. Donc pour l'instant, je parle de ça. Mais on n'a pas fait, j'ai pas les réponses, non. Ce qui est les threads où les gens se répondent, ça, je l'ai pas malheureusement. Ouais, ça pourrait être intéressant aussi. Ça pourrait être bien. Et du coup, voilà, donc on calcule le résultat à l'équilibre. On n'a même pas besoin de faire de simulation parce qu'on a une formule analytique que je vais montrer juste après. Et on compare ça avec donc la ground truth ou les opinions réelles que je disais auxquelles on a accès, mais qui ne sont pas utilisées dans cette procédure, hein, sauf pour les comptes politiques qui sont fixés. Et donc l'idée, c'est de voir si bah, à la fin, en fait, l'état d'équilibre final du modèle correspond avec ces opinions réelles. Alors donc ça, je disais, c'est l'équation en question qui permet de calculer l'opinion à l'équilibre. Donc c'est extrêmement simple, comme vous avez vu, de toute manière, les dynamiques sont très simples. Simplement, la probabilité, donc selon le modèle que l'utilisateur I supporte le parti S, en fait, c'est juste une moyenne pondérée de cette même probabilité chez ses voisins. Ce qui est assez logique si on considère que je passe mon temps à copier mes voisins avec des probabilités pondérées, qui sont les WIJ. Et plus un terme qui correspond à l'effet fixé, en fait, constant des partis politiques, où j'ai dit qu'on avait fixé leur opinion, les comptes politiques de partis politiques, on a fixé leur opinion, donc ça ajoute un espèce d'effet un petit peu exogène, un peu extérieur, qui est fixe et qui est constant, donc qui est en dehors de cette moyenne pondérée. Et donc ça, c'est juste un système linéaire, donc ça se calcule en 10 secondes, c'est pratique, c'est extrêmement rapide. Et du coup, à la fin, pour chaque utilisateur, on obtient un vecteur de ce type qui va contenir la probabilité selon le modèle que cet utilisateur ait l'opinion PS, FI, En Marche, LR ou RN, FN. Donc c'est un vecteur qui somme à 1 globalement. Et nous, on va regarder est-ce que ce vecteur correspond ou pas à l'opinion réelle. Par exemple, si dans ce vecteur, il y a tout le poids sur LR et que dans le dataset, on nous dit que cette personne, elle vote FI, on va se dire qu'il y a un problème. Par exemple, si c'est plus équilibré, on va dire que cette personne, peut-être, elle est un petit peu moins sûre. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qu'on va donc comparer. ça, ce serait une personne FI qui ferait que retweeter LR, c'est ça? Bah oui. Typiquement, voilà, ce serait une personne qui dirait dans ses tweets sur son profil Je supporte la France Insoumise et qui passerait Oui, son temps à retweeter LR. des députés LR. Voilà. Ce serait Et bizarre, c'est mais bon, je sais et pas. c'est pas une stratégie aussi pour se moquer d'eux? Ça pourrait. Alors, en général, la recherche sur ces questions dit plutôt que à ce moment-là, c'est plutôt dans les mentions ou dans les réponses qu'il va y avoir de l'hostilité ou de D'accord. la moquerie, etc. Tandis que les retweets, en général, C'est plutôt c'est de. plutôt de l'assentiment quand même. Et on va voir après, je vais vous montrer à la fin qu'avec justement le graphe de mention, ça marche très mal. Donc, ce qui est bien une preuve de ce truc-là. Euh, et donc, typiquement, par exemple, on va voir que ce qu'on obtient à la fin, c'est que les utilisateurs sont bien séparés. Donc, en fait, quand je disais, là, vous avez ce vecteur qui donne un peu, ça donne un peu l'opinion des utilisateurs, si vous voulez, dans un espace, on peut considérer ça comme un espace multidimensionnel à 5 dimensions, si vous voulez, où les utilisateurs vont être placés par le modèle. Et la question, c'est dans cet espace, en fait, on remarque que les utilisateurs, ils sont très bien séparés. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je montre ici, par exemple, pour chaque couleur, je vais montrer typiquement en vert, ça va être les utilisateurs dont l'opinion réelle est France Insoumise. Quelle est la probabilité que le modèle leur attribue d'être effectivement France Insoumise? C'est les lignes pleines. Et les lignes pointillées, c'est quelle est l'opinion que le modèle, la probabilité que le modèle leur attribue de ne pas être France Insoumise. Et donc on voit que quel que soit le parti, globalement, le modèle attribue toujours une probabilité très haute aux utilisateurs d'être effectivement le parti qu'ils soutiennent réellement et très faible de soutenir un autre parti.
Là où ça marche le moins bien, on ne le voit pas très bien sur cette figure, mais globalement, là où ça marche le moins bien, c'est pour PS. Ce qui est peut-être parce que c'était très compliqué à l'époque, la campagne 2017, tiraillée entre. Parce qu'ils n'ont pas d'opinion. Ouais, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, à l'époque, ils étaient effectivement tiraillés entre En Marche, FI, etc., avec la présidence Hollande qui s'était mal passée. Donc, on voit par exemple que le PS, il retweet quand même pas mal En Marche, typiquement, ou des trucs comme. Enfin, il retweet beaucoup plus d'autres partis que les autres partis, que le font les autres. Mais globalement, ça marche très bien. Euh, et pareil, ça c'est juste, on peut regarder la distance entre chaque partie dans cet espace 5 dimensionnel, comme je disais, et globalement, on voit que les distances sont beaucoup plus fortes en dehors de la diagonale, donc entre des parties différentes qu'entre des gens qui supportent le même parti, quoi. Avec effectivement, comme vous voyez, peut-être le PS qui a peut-être une distance plus grande même au sein même de son propre camp, donc ça veut dire qu'il y a des gens peut-être plus hétérogènes. Mais globalement, voilà, ça distingue quand même bien les différents partis. Et typiquement, ça c'est une illustration où je montre la probabilité d'être en marche que le modèle attribue aux gens qui sont effectivement en marche. Et ici, c'est la probabilité que ces gens-là soient Front National. Et ça, pareil, c'est les gens qui sont effectivement Front National. Quelle est la probabilité que le modèle leur attribue d'être en marche en abscisse et d'être Front National en ordonnée? Donc on voit que le modèle, effectivement, en marche, il leur attribue une très grande probabilité d'être en marche et très faible d'être Front National, et réciproquement. Et pour illustrer ce que je vous disais juste avant sur le PS, par exemple, on voit bien que pour le Parti socialiste, c'est un peu plus étalé. Il va y avoir un petit peu plus d'utilisateurs qui vont être par ici, ou peut-être le modèle va leur donner une probabilité un peu mixte d'être PS en marche. Le modèle, c'est pas trop parce que peut-être ils vont plus retweeter à gauche, à droite, littéralement. Donc, euh, donc voilà. Alors, Mais ce que tu représentes, ça n'a pas l'air d'être une probabilité, là, c'est des valeurs c'est négatives. une densité. Ça, c'est juste c'est enfin, l'ordinateur qui fait le plot, qui a rajouté des trucs, mais globalement, ça, si, c'est des mesures de probabilité, pardon. C'est vrai que c'est pas très bien fait, mais voilà. Comme c'est une estimation de densité, en fait, ça déborde un petit peu en dehors des. Voilà. Euh, et enfin, un autre truc aussi que j'ai regardé, juste pour renforcer encore un petit peu ces conclusions, et c'était aussi parce que j'avais travaillé là-dessus avant, il y a un truc où on s'intéresse souvent dans le voteur modèle qui s'appelle les probabilités de discorde ou les liens actifs, parfois certains appellent ça. Globalement, à l'équilibre, je prends deux nœuds distincts et je me demande quelle est la probabilité que ces deux nœuds-là ils aient une opinion différente. Et cette probabilité, c'est pas seulement en fait, ça dépend pas seulement de leur opinion d'équilibre qui était donnée par la formule d'avant là, celle-ci. Typiquement, la probabilité qu'on soit en accord ou désaccord avec Annick, par exemple, ça va pas être de prendre indépendamment nos deux vecteurs à l'équilibre et juste les comparer. S'il y a un lien très fort entre nous, ça va aussi jouer un rôle en fait. Et donc, c'est exactement ce qu'on montre là, c'est-à-dire que. Donc, ça, c'était un article que j'avais fait avant pendant ma thèse, mais globalement, la probabilité que deux nœuds soient en désaccord, c'est un espèce de. Enfin, ces probabilités sont en système linéaire, donc c'est un gros système linéaire où en fait, c'est une moyenne pondérée des probabilités que je sois proche de gens qui sont en désaccord avec d'autres gens, ce qui va me rendre en désaccord avec cette tierce personne. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc, c'est une espèce de truc un peu cyclique comme ça. euh, Combiné avec juste intrinsèquement, est-ce qu'on a souvent la même opinion ou pas. Mais ça prend aussi en compte les liens directs. Mm. Euh, et donc ça, en fait, c'est un truc qui est souvent utilisé aussi dans le voteur modèle, parce que ça permet de distinguer deux types d'états d'équilibre, par exemple. Vous pouvez imaginer, c'est dommage, j'ai pas de figure, mais vous pouvez imaginer un état d'équilibre si on prend un truc très simple où il y a juste les opinions A et B, par exemple. Vous pouvez imaginer un état d'équilibre où 50% des nœuds sont A, 50% des nœuds sont B. Mais en revanche, de savoir ça, c'est ce qu'on appelle un peu la magnétisation, c'est la répartition des pourcentages. De savoir ça, ça ne nous dit pas exactement structurellement dans l'espace comment est-ce que c'est réparti. Ça peut très bien être complètement mélangé, c'est-à-dire tout le monde est ami avec des gens qui ont des opinions A ou B indistinctement. Ou alors vous pouvez imaginer un graphe qui est vraiment séparé en deux clusters où il y a un cluster 100% A et un cluster 100% B. Dans le premier cas, il y aurait des très grandes probabilités de discorde parce que tout le monde serait exposé à plein d'opinions différentes en fait. Et dans le deuxième cas, où on a deux clusters séparés qui sont parfaitement homogènes, les probabilités de discorde sont beaucoup plus faibles. On dit qu'il y a moins d'interfaces actives en fait parce que la plupart des gens seront surtout exposés à la même opinion qu'eux et il y aura juste quelques portes entre les deux camps globalement qui feront le lien. Et donc c'est pour ça qu'on regarde aussi ces probabilités de discorde. Euh,
Et du coup, typiquement, ce dont on se rend compte, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je calcule les probabilités de discorde donc pour chaque paire d'agents. Donc là, comme vous voyez, c'est un modèle linéaire n carré, donc ça prend pour le coup beaucoup plus de temps. Donc là, rien que pour quelques milliers d'utilisateurs, je crois que c'était plusieurs heures. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que en fait, je regarde pour chaque paire de nœuds, je calcule cette probabilité de discorde et je compare ça avec est-ce que ou pas ils partagent la même opinion réellement, en regardant les opinions ground truth réelles. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, oui, voilà. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en fait, les paires, quand deux utilisateurs partagent effectivement réellement la même opinion, c'est la courbe jaune. En général, ils ont une probabilité de discorde, le modèle leur attribue qui est très faible, qui est plutôt faible, même si c'est un peu étalé. Mais la moyenne, elle est vers 0,2, 0,3, je crois. Tandis que quand effectivement on sait que deux utilisateurs ne sont pas du même parti, et bien là, le modèle, sans savoir cette information, il leur attribue tout de même une probabilité de discorde qui est extrêmement élevée, et la moyenne, c'est genre 0,8, 0,85, je crois, quelque chose comme ça de mémoire. Donc en fait, ce que là on teste, c'est qu'effectivement, c'est cet autre paramètre d'intérêt qui est souvent utilisé dans l'étude du voteur modèle, qui est la discorde, il marche aussi, en fait. Il marche aussi bien. Ça, c'est similaire à tout à l'heure, mais c'est des probabilités de discorde, comme je disais, entre les parties ou au sein des parties. Et on voit un truc un petit peu similaire que le truc d'avant avec les distances. Euh, voilà, et on voit par exemple que le plus faible, ce serait entre les Républicains et le Front National. Et donc, juste pour donner peut-être une espèce de réponse peut-être assez directe à la question est-ce que le modèle marche? Ce que je fais, c'est que je regarde pour chaque utilisateur quelle est l'opinion la plus probable selon le modèle, donc le argmax de ce vecteur ici que je vous montrais juste avant, et je regarde si ça correspond à l'opinion réelle. Et on remarque que pour tous les partis, si on regarde pas le PS, juste c'est toujours entre 0,93, 94, 95, donc c'est très élevé. Donc 95% du temps, on va trouver que le modèle va effectivement correctement identifier l'opinion de l'utilisateur. Et comme je vous disais avant, pour le PS, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des retweets plus hétérogènes à gauche à droite. Et donc, bon, c'est respectable, mais on est seulement à 80% d'identifications qui sont correctes. Et donc, vous pourrez me dire, en fait, que, comme si vous vous rappelez bien, j'ai dit que on faisait tourner le modèle avec des points d'ancrage, des points de référence à opinion fixe, qui sont les comptes des partis politiques. Comme je disais, par exemple, le compte parisien du PS, le compte marseillais du RN, j'en sais rien. Euh, et donc, en fait, ces comptes-là qui jouent le rôle de constante en fait, dans le système linéaire qu'on calcule, ça a évidemment une énorme importance en fait, dans le résultat. Typiquement, la formule que je vous montrais, pardon, voilà, avec laquelle on calcule les opinions, en fait, ça, typiquement, la probabilité que l'utilisateur I soutienne le parti S, cette formule-là, c'est exactement en fait, la probabilité que si on fasse une marche aléatoire à partir de l'utilisateur I, on se retrouve sur un compte politique du parti S avant n'importe quel autre parti, en fait. Euh, et donc, en fait, les liens entre les utilisateurs et les comptes des partis politiques, ils jouent un rôle majeur. Et du coup, en fait, vous pourriez me dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas juste regarder les liens directs qu'il y a entre des gens et des comptes de partis politiques et juste calculer à partir de ça, je peux dire si quelqu'un il retweet 95%, il a une connexion très forte avec des comptes politiques de En Marche, est-ce qu'on ne peut pas juste dire directement qu'il est En Marche sans s'embêter à faire tout ce système linéaire de voteur modèle, machin, machin. Alors oui, ça marche effectivement très bien. On peut voir ici la différence typiquement l'accuracy de ce truc-là. Effectivement, on a 95% de bonnes réponses si on regarde juste les liens directs, tandis que si on utilise le voteur modèle, on gagne seulement 1% de bonnes réponses. Donc c'est pas énorme. Mais il y a quelque chose qui est important et qui est utile dans le voteur modèle, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas connectés directement avec ces comptes politiques-là. Dans mon cas, c'était 27% par exemple. Donc ça veut dire que si on fait ce travail-là, on perd un quart de la base de données. Donc peut-être que dans certains cas, c'est pas grave, mais en tout cas, le voteur modèle est quand même, si on s'embête pas à faire les probabilités de Discord, qui est un gros système, c'est hyper rapide, hyper simple à calculer, et donc c'est assez, entre guillemets, gratuit pour avoir un résultat qui est un peu meilleur et surtout avoir un échantillon plus grand.
Et donc, pour revenir à des questions dont on parlait au début, effectivement, il y a plusieurs réseaux. Là, je vous ai parlé que de réseaux de retweets, mais effectivement, on peut se demander follow, mention, etc. Donc, j'ai testé aussi réseau de follow et de mention, et j'ai testé aussi des versions non dirigées et ou non pondérées du réseau de retweets, parce qu'il y a une grande littérature sur le voter modèle, en fait. Comme ça vient de PhysicsStat, typiquement, il y a beaucoup d'articles en fait qui proposent des résultats que pour des réseaux non pondérés ou non dirigés ou les deux. Et donc, je me demandais si le modèle marche toujours aussi bien dans ces cas-là. Donc, ça, c'est unweighted pour non pondéré, ça, c'est undirected pour non dirigé. Et UU, c'est unweighted undirected, donc c'est sans les poids et sans la direction. Donc, un graphe, on perd beaucoup d'informations. Et donc, ce dont on se rend compte, on peut juste regarder la première ligne. Ça, c'est un peu toutes les mesures dont j'ai parlé pendant le talk, mais on ne va pas s'embêter avec tous les chiffres. Globalement, juste la première ligne qui est quel est le pourcentage d'utilisateurs pour lesquels le modèle identifie correctement l'opinion réelle. On se rend compte qu'effectivement, le meilleur résultat, c'est avec le réseau de retweet avec tout, les poids et les directions. Si on enlève ou les poids ou les directions, on n'y perd pas tant que ça, en vrai, ça reste très correct. En revanche, si on enlève les deux, ça devient tout de suite très mauvais, en fait. Donc, c'est l'action conjuguée des deux. Enfin, le fait d'enlever les deux, en tout cas, ça affecte énormément euh, la capacité d'inférence ou de prédiction du modèle. On voit que réseau de follow, c'est pas mal. C'est pas si mal aussi, 84% quand même, c'est assez bon. En revanche, mention, comme je disais, c'est plutôt mauvais. Et ça, c'est effectivement dû au fait que souvent, les gens ils vont se mentionner pour s'invectiver ou pour s'attaquer ou pour dire arrobase machin, je vous déteste, etc. Voilà. Donc ça, c'est un truc que si on regarde des listes de tweets, c'est souvent le cas, typiquement. Et j'imagine que si on regardait des réponses, les tweets avec les réponses, ce serait ça aussi, parce que de ce que moi je vois, j'ai l'impression que c'est souvent... Enfin, les gens répondent plus souvent pour insulter que pour dire oui, je suis d'accord. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, tous les réseaux ne sont pas aussi bons, et ça confirme un peu une littérature qui existe qui dit que globalement, les retweets, c'est de l'assentiment. Ça va en tout cas dans le sens de cette littérature. Et Blackman SVC, tu peux nous rappeler Ça, c'est un truc dont je n'ai pas parlé. En fait, globalement, c'est que, euh, comme je disais, le modèle, il met en quelque sorte mes utilisateurs dans un espace 5 dimensionnel, à la fin avec ses probabilités, que là, je montre aplati en 2 dimensions. SVC, c'est un support vector classifier. En gros, c'est juste, j'ai cherché l'hyperplan qui sépare le mieux les groupes d'utilisateurs qui ont une opinion différente. Là, par exemple, il serait, je sais pas, par ici. Et en fait, j'ai cherché l'hyperplan qui sépare le mieux les 5 groupes d'utilisateurs. Et ensuite, je regarde quel est le pourcentage d'erreurs qu'il n'arrive pas à bien séparer, quoi. J'en ai pas parlé ici parce que c'est un petit peu technique, mais c'était plus un espèce de test de robustesse de la méthode que j'avais fait dans l'article. Et globalement, ce que ça dit, SVC, c'est globalement, c'est que, pareil, l'hyperplan, il arrive bien à séparer. C'est peut-être légèrement meilleur que de prendre le RMS. En fait, mais c'est juste un peu moins agréable à expliquer, un peu plus boîte noire, mais globalement, on peut bien séparer les gens avec un hyperplan. Voilà, et je soupçonne ça d'être une erreur. Bon, à vérifier. En tout cas, voilà, ça sépare bien les gens dans le réseau de retweet. et du coup, ça marche mieux pour les différents réseaux. Ça marche mieux, oui, effectivement. C'est vrai que j'ai pas fait une analyse approfondie de ce truc-là, mais c'est vrai que ça marche mieux globalement, oui, parce que Argmax, c'est bon, c'est un peu direct, c'est un petit peu rapide. Ouais. Alors que là, tu as des effets, je pense. Mm. C'est juste que je m'étais moins attardé là-dessus, parce que ça fait un peu un algorithme sur un algorithme. Il y avait un petit côté boîte noire, un petit peu. Mais oui, oui, c'est vrai que ça marche un peu mieux. Ouais. C'est vrai que ça vaudrait la peine de regarder de plus près. Voilà. Et voilà, et donc comme je disais, s'il reste un peu de temps, je pense qu'il reste un petit 15 minutes, je voulais vous présenter un truc plus récent qui est un peu dans la continuité de... Si, il y a le temps, sinon. Ouais, ouais, Ouais. ok. Parce que ça, c'est vrai que c'était un petit peu rapide, mais en gros, globalement, ce dont je voulais parler maintenant, en fait, c'est que pour faire ce genre d'analyse, effectivement, on a besoin de jeux de données, et des jeux de données comme celui-là, qui est d'ailleurs publiquement accessible, hein. Vous-même, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir, le jeu de données Élysée. C'est quand même très rare. Et surtout, aujourd'hui, c'est compliqué de collecter des données. En tout cas, sur Twitter, sur Reddit aussi, c'est difficile. Meta, pareil, bref. Et donc, en ce moment, avec mes collègues au Media Lab, il y a tout un travail qu'on fait, et à l'ISC aussi, il y a tout un travail qu'on fait sur la collecte de données.
de données et dans l'éventualité, dans l'idée de les mettre à disposition du public. Et donc, c'est ça que je voulais présenter maintenant. C'est en fait un jeu de données. Donc, c'est un travail entre plein de personnes différentes, de différentes entités, notamment de l'EHESS d'ailleurs, de l'ISC, de Sciences Po, de Jussieu, etc., qui a consisté à collecter un gros jeu de données, en fait. Euh, un gros jeu de données qui contient, dans lequel on a à peu près 1 million d'utilisateurs du Twitter français, dans lequel on a attribué des opinions sur différents sujets politiques, des médias et des métriques d'activité et de popularité, en fait. Et ce jeu de données est publiquement accessible. Et c'est le genre de choses qu'on veut utiliser pour faire un petit peu le genre d'analyse que j'ai présenté avant. Donc c'est ça, je voulais vous en parler, parce que voilà, vous pouvez l'utiliser aussi. Et, euh, et je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi quelque chose qui est pour le coup plus dans l'inférence empirique d'opinion que dans le test de modèle théorique que j'ai montré juste avant. Donc voilà, comme je disais, il y a un préprint en ligne et le jeu de données est publiquement accessible. Si vous n'arrivez pas à trouver le lien, vous pouvez me demander, je serais ravi de vous le partager. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Comme je disais, en fait, dans ce dataset, on a quasiment 1 million d'utilisateurs dans la Twitter sphère française. Il y a tous les membres du Parlement, donc Assemblée et Sénat, qui avaient un compte Twitter à la date de février 2023. Donc c'est plus l'Assemblée actuelle, mais c'est celle d'avant. Et on a aussi 400 domaines qui correspondent à des médias assez célèbres en France, ça peut être Le Monde, Le Figaro, BFM, etc. Et donc, pour toutes ces entités-là, on a des opinions, en tout cas multidimensionnelles, donc sur plusieurs axes politiques différents. Je vais détailler juste après. Et en plus, on a aussi des métriques d'activité et de popularité. Donc, ça va être le nombre de tweets, le nombre de followers, et pour les médias, typiquement, le nombre de fois qu'ils ont été retweetés. Aussi, la tendance éditoriale du média, c'est un média plutôt de gauche ou plutôt de droite, des petits trucs comme ça. On a aussi les noms des parlementaires d'ailleurs. Euh, voilà, donc typiquement, je disais, on a plusieurs dimensions parce que un des gros trucs auxquels on s'intéresse, c'est la multidimensionnalité des opinions, donc c'est-à-dire essayer d'aller un petit peu aller un peu au-delà de juste est-ce que les gens sont de gauche ou de droite, mais essayer de considérer plusieurs dimensions différentes, que ce soit l'immigration, l'environnement, le rapport à l'Union européenne ou des choses comme ça. Et vous allez voir après que c'est pas inutile parce qu'en fait, tout ne se résume pas à juste un axe gauche-droite. C'est une idée qui vient un peu souvent de la littérature, en tout cas américaine, sur ces questions-là, ou qui est beaucoup plus unidimensionnelle, mais en tout cas en Europe et notamment en France, c'est pas le cas. Et donc, on a pas mal de dimensions. On a une dimension gauche-droite économique, on a des dimensions gauche-droite que j'appelle culturelles qui correspondent aux questions environnementales, immigration, nationalisme, droits des minorités et ce genre de choses. Euh, et on a aussi ce que j'appelle, entre gros guillemets, populisme, mais on pourrait trouver des meilleurs noms, qui correspondent notamment le rapport aux élites, à la représentation politique. Donc, direct démocratie, c'est les gens qui veulent plus de référendums, par exemple. L'anti-élitisme, est-ce que les politiques sont corrompus? Et le rapport à l'Union européenne je l'ai mis là-dedans, mais effectivement, dans certains pays d'Europe, je pense que ça recoupe largement gauche-droite, mais il se trouve qu'en France, c'est pas le cas et qu'on peut trouver des anti-UE à gauche comme à droite. Donc c'est pour ça que ça rentre dans un truc différent. Et il y a quelques autres choses qui ne rentrent pas dans ces deux grosses catégories, mais ça, c'est les deux catégories principales, c'est pour ça que je voulais les montrer ici. Et donc typiquement, quand vous téléchargez le truc et que vous l'ouvrez sur votre ordinateur, c'est ça que vous voyez. Donc vous avez une liste de pseudo-ID, parce qu'on n'a pas le droit de mettre le vrai nom du compte de la personne, et une position qui sera un nombre entre 0 et 10 sur les différents axes que j'ai parlé avant. Donc, LA Recon, c'est gauche-droite économique, par exemple. EU Position, c'est le rapport à l'intégration européenne, etc. Et voilà, donc vous avez ça, il y a quasiment, comme je disais, 1 million d'utilisateurs et il y a 16 dimensions, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est quoi ces noms? Pas compris. Ça, c'est le nom des dimensions politiques. En fait, c'est des noms qui sont pris Je vais y venir après, mais Donc, quand il y a user 0, anti-elite salience 2.270, ça veut dire ça? Alors, typiquement, c'est entre 0 et 10, et anti-élite, par exemple, ça va de élitiste à anti-élite. Donc ça, ce serait une personne qui serait plutôt élitiste, on va dire. Et la Recon 3, c'est assez faible, donc ce serait plutôt une personne de gauche, plutôt élitiste, donc pas trop contestataire, euh, et qui serait plutôt pro-UE. Donc une personne de gauche, pro-UE, pas très anti-élite, on peut penser à quelqu'un pour le PS, par exemple. Tandis que quelqu'un qui a 9 sur l'échelle anti-élite, c'est quelqu'un de très anti-élite,
1 sur l'échelle d'UE, c'est quelqu'un de très anti-UE, et 6, c'est quelqu'un de centre droit. Donc, ce serait quelqu'un de centre droit qui serait très anti-UE, très anti-élite. Bon. Ce serait plutôt FN, ou alors 6, c'est un peu faible pour FN, ce serait peut-être un FN un petit peu centriste, un petit peu plus, un peu moins à l'extrême, en tout cas, parce que ça va jusqu'à FN, c'est quand même plutôt 9 en général, mais voilà. Bon, il y a un peu toutes les sauces, hein, il y a un peu il y a une diversité de choses possibles. Pour les parlementaires, c'est pareil, sauf qu'en fait, on a pu mettre aussi le nom et le parti. Donc, vous pouvez faire des recoupements avec des bases de données typiquement gouvernementales, où je sais que l'an dernier, il y a une base de données qui contient plein d'infos sur tous les élus depuis le début de la Ve République qui est sortie, euh, qui a été publiée. Donc, ça, on peut faire des recoupements avec ça pour voir, je sais pas, ce qu'ils votent, leur circonscription, des trucs comme ça, si ça vous intéresse. Euh, Ensuite, pour les médias, c'est pareil. Donc, on a les opinions aussi qui sont prises comme, pour le coup, comme la moyenne des opinions des gens qui les ont tweetées. On a le nombre de tweets le nombre de gens qui ont tweeté un URL vers leurs articles, le nombre de tweets qu'ils ont reçus. Et une catégorie, ça vient d'un article précédent qui a été fait par des gens au Media Lab qui catégorisent les principaux médias de gauche à droite, globalement. Euh, et comme je disais, on a aussi l'activité. Donc, pour chaque personne, on va avoir le nombre moyen de tweets par jour. Le nombre de followers et followees, c'est le nombre de comptes que cette personne-là follow. Voilà. Euh, et donc, je vais rapidement expliquer comment est-ce qu'on a collecté ces données-là. Donc, c'était en janvier et février 2023. On a collecté tous les parlementaires qui avaient un compte sur Twitter à ce moment-là. Donc, c'est la mandature précédente, comme je disais. On prend tous leurs followers et en fait, après quelques petites étapes de filtering, on obtient globalement ce réseau, un espèce de graphe de ce style-là, bipartite, où on a d'un côté les parlementaires, de l'autre côté leurs followers, et un espèce de réseau bipartite entre les deux. Et ce qu'on fait avec ça, c'est on fait un embedding dans un espace latent, donc on suit une méthode qui a été proposée originellement par Barbera il y a une dizaine d'années. Globalement, c'est une inférence d'un modèle d'homophilie qui permet en gros de placer tout le monde dans un espace latent multidimensionnel dans lequel les gens qui suivent les mêmes parlementaires seront les uns à côté des autres, les parlementaires qui suivent les mêmes personnes seront les uns à côté des autres, et inversement, les gens qui sont connectés avec des parlementaires complètement différents seront loin dans l'espace. Euh, et voilà, et donc dans cet espace-là, on voit déjà des patterns idéologiques qui se dessinent, mais le problème, c'est que c'est difficile à interpréter, parce que je disais, c'est un espace latent abstrait. Les axes n'ont en soi pas ne veulent rien dire en soi, tant qu'on n'a pas trouvé un moyen de les interpréter. C'est ce que je dis là. Et du coup, l'idée, c'est en fait de matcher ça avec des enquêtes sur des axes politiques réels. Donc, comment on fait ça? On prend une enquête qui s'appelle la Chapel Hill Expert Survey, qui est en fait une enquête qui est réalisée tous les 5 ans à peu près, où ils prennent tous les partis politiques en Europe, mais pas que, mais notamment en Europe. Et en fait, c'est des politologues qui leur attribuent à ces partis-là une position sur l'axe gauche-droite, sur les questions d'immigration, sur les questions d'environnement, sur la question de l'Union européenne, etc. Donc en fait, pour chaque parti, c'est ce qu'on voit là, on va avoir une position sur, c'est une cinquantaine de dimensions en tout. Là, j'en montre que 3, mais chaque parti va être placé sur l'échelle gauche-droite, élitiste, anti-élite, pro-immigration, anti-immigration. On voit par exemple que le RN est voilà, très anti-immigration, très anti-élite et très à droite, ce qui fait sens. Là où le PS, par exemple, serait plus élitiste, plus à gauche et plus pro-immigration. Voilà. Et donc l'idée, c'est que donc on a une base de données où on connaît les positions des partis politiques sur ces questions-là qui sont concrètes. Et on va essayer de matcher ça avec notre espace latent. Donc comment on fait? Dans l'espace latent, on va calculer un proxy de la position des partis en prenant la moyenne de la position des parlementaires de ce parti-là. Et donc, on obtient dans notre espace latent multidimensionnel un point qui correspond à France Insoumise, un point qui correspond à PS, un point qui correspond à En Marche, etc. Et d'autre part, j'ai dit, on a cet espace aussi multidimensionnel de l'enquête Chess, où chaque dimension correspond à un axe politique précis, concret. Et dans cet espace-là, on a aussi un point pour PS, un point pour FI, un point pour En Marche, etc. Et donc, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en fait une régression linéaire entre les deux. Et ça nous permet d'obtenir une fonction linéaire qui fait un mapping entre notre espace latent abstrait et l'espace concret de Chess, dans lequel les axes sont directement interprétables et interprétés
en termes de est-ce que ça parle d'immigration, ça parle d'environnement, ça parle du E, etc. Et donc ça aussi, ça a l'avantage d'être très rapide et très facile à faire. Et donc c'est comme ça qu'on obtient, in fine, ces positions sur des axes précis pour tout le monde, sur des axes. Est-ce que c'était voilà, anti-élitisme, immigration, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on a calculé les opinions. Et comme je disais pour les médias, on n'a pas fait ça pour les médias. En revanche, on a pris la moyenne des positions des gens qui ont tweeté des articles de ce média-là. Donc on a une grosse base de données où on a des millions de tweets de gens qui partagent des URL. Et on regarde les URL qui commencent par lemonde.fr, par exemple, et on calcule la position moyenne des gens qui partagent ces trucs-là. Euh, voilà, et donc maintenant, regardons à quoi ça ressemble typiquement. Donc ça, c'est position des utilisateurs, des parlementaires et de trois médias sur d'un côté l'axe gauche-droite économique et de l'autre côté l'axe anti-élitisme. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement les deux ne se recoupent pas. Donc on va avoir des partis très anti-élites qui vont être RN, Debout la France, LFI, peut-être un peu moins LFI et PC. Et au contraire, les partis très élitistes qui vont être globalement le Bloc central, LR, le PS. Et de l'autre côté, l'axe gauche-droite, donc économique, c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'en 2023, je n'ai pas regardé les enquêtes plus récentes, mais en tout cas en 2023, les politologues qui ont fait l'enquête, ils mettaient le Bloc central à peu près au même niveau, voire un peu plus à droite que le RN sur les questions économiques. Et effectivement, le plus à gauche, on va avoir le PC, la France Insoumise, etc. Et donc, on a quelques médias. Donc, on voit France Info qui est relativement au milieu, ce qui fait sens, hein. C'est un truc qui va être partagé par tout le monde à peu près. Mediapart qui est plus à gauche, tandis que F de Souche, qui, si vous ne connaissez pas, c'est un blog d'extrême droite qui, globalement, ne poste que des articles qui concernent la police et les migrants, se retrouve bah, voilà, là, on imagine qu'il va se trouver. Euh, Pareil, là, c'est sur la question migratoire et sur la question anti-pro-UE. Et donc, effectivement, on a bien ce à quoi on s'attend. RN debout la France qui sont très anti-immigration, très anti-UE. PS, Bloc central qui sont plus pro-UE et pro-immigration. Euh, et donc, pour valider ces trucs-là, parce que je disais, peut-être que vous vous dites c'est un algorithme un peu obscur qu'on a employé pour faire ce genre de choses. Donc, c'est un algorithme qui a déjà été testé et validé dans d'autres cas, notamment par des chercheurs américains, mais c'est vrai que dans le cas français, c'est assez nouveau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris aussi pour les profils, on a aussi à le noter à la fois à la main et avec des LLM, ce que les gens ils disent sur leur description. Les gens ils disent fier d'être de gauche, par exemple, bah voilà, on va dire cette personne-là, elle est de gauche. Et inversement, donc comme je vous ai dit, il y a presque 1 million de personnes, on ne peut pas tout faire à la main, donc on en a fait une petite partie à la main, mais sinon on a donné ça à des LLM pour que ça aille plus vite. Et globalement, ce qu'on voit effectivement, c'est que typiquement, là, c'est les gens qu'on a annotés gauche et ceux qu'on a annotés droite, et bien leur distribution d'opinion, non, ceux qu'on a annotés eurosceptiques et ceux qu'on a annotés pro-UE, leur distribution d'opinion, effectivement, elle correspond bien au label qu'on leur a donné. C'est bien séparé. Et, chez les gens auxquels on a attribué une opinion très anti-UE, par exemple, on voit bien qu'il y en a beaucoup qu'on a noté eurosceptiques et inversement. Donc ça, je passe là-dessus rapidement, mais juste pour dire qu'on a fait des vérifs à la main en fonction de ce que les gens disent directement et pas juste sur la base de leur graph, de follow, etc. Et les annotations sont aussi disponibles dans les données, d'ailleurs, si vous voulez travailler, c'est aussi possible de travailler directement avec pour faire des choses. Et les positions des médias, on les a comparées avec ce que je disais, ces catégories, cette catégorisation des médias qui avait été faite par d'autres gens à Sciences Po il y a quelques années, et globalement, ça se recoupe bien. Voilà, de gauche à droite, on obtient le même ordre que cette catégorisation. Et donc, voilà, je vais passer, il reste 1 ou 2 minutes, je peux passer rapidement sur le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Mais globalement, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, des études évidemment de polarisation, d'alignement entre ces dimensions-là, de consommation des médias, tester des modèles de dynamique d'opinion, comme je le disais. Euh, Typiquement, par exemple, on peut regarder les distributions d'opinion, faire des comparaisons avec des enquêtes d'opinion. Donc ça, typiquement, ça, c'est les distributions d'opinion dans notre jeu de données sur gauche-droite et sur Union européenne, comparé avec les distributions d'opinion d'un panel représentatif de la population française de l'enquête European Social Survey. Donc on voit que typiquement, les gens sur Twitter, dans notre panel, ils sont plus à droite et plus anti-UE que la moyenne des Français qui, en fait, dans une enquête d'opinion sur un panel représentatif de la population en 2023, sont globalement centristes sur ces deux questions-là.
Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire. On peut aussi comparer regarder les corrélations entre les dimensions. Dans notre enquête, effectivement, il y a des grosses corrélations entre tout ce qui se rapporte aux questions de gauche-droite, ce que je disais au début, quoi, et une grosse corrélation entre toutes ces dimensions qui se rapportent aux questions de populisme. Et en fait, on retrouve la même chose, même si les corrélations sont beaucoup moins fortes, on retrouve aussi la même chose dans des enquêtes d'opinion. Donc en fait, on voit que même si effectivement la population en ligne est peut-être plus extrême, la structure, la façon dont les dimensions sont structurées entre elles et le rapport qu'elles entretiennent, en fait, se retrouve aussi dans des enquêtes d'opinion générale. Et voilà, et avec l'activité, par exemple, on peut observer qu'en fait, si on trie en fonction de l'activité des gens et qu'on regarde des gens de plus en plus actifs, qui postent de plus en plus de tweets, on se rend compte qu'en fait, sur toutes les dimensions, la polarisation, elle explose. Donc, c'est-à-dire que les groupes d'utilisateurs les plus actifs sont extrêmement polarisés, alors que si on prend les gens qui tweetent très peu, voire pas du tout, on a quelque chose de pas très polarisé finalement et d'assez uniforme en termes d'opinion. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté. Je pense que c'est terminé. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre.